Bonjour à toutes et tous. Après notre performance de lundi soir en live, nous sommes déjà de retour pour le premier épisode de Sous le capot de l'année 2024. On peut sereinement déjà vous inviter dimanche pour notre nouveau live rempli de football, mais surtout de digressions et de franches rigolades sur notre chaîne Twitch. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est hautement plus sérieux. On en a parlé lors de notre dernier épisode de ce format que vous commencez à connaître. Le contexte géopolitique européen est extrêmement tendu et l'année 2022, en plus du déclenchement de l'agression russe en Ukraine, a connu la résurgence d'un conflit majeur du XXe siècle sur le vieux continent, avec de nouvelles tensions entre le Kosovo et la Serbie sur fond de problèmes d'immatriculation automobile. Évidemment, ces tensions ont réveillé de vieux souvenirs et les luttes d'influence ne manquent pas, comme la Russie de plus en plus offensive, pour défendre la Serbie d'Aleksandar Vučić malgré un processus d'entrée en Union européenne bien entamé. C'est dans ce contexte que nous démarrons aujourd'hui une émission sur l'histoire du supporterisme dans les Balkans et en Yougoslavie. Et je suis accompagné sans surprise de mon compère de tous les instants sur ce format. Val, comment vas-tu? Promis, aucune question sur ta participation au Fry aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on change un petit peu de mood par rapport à notre live de lundi, mais très content de pouvoir faire cette petite émission aujourd'hui sur la Yougoslavie et le rôle des supporters dans le chaos yougoslave, puisque c'est comme ça que se prénomme le livre de notre invité du jour. Tu me coupes l'herbe sous le pied puisque comme à chaque émission, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de la question. Loïc Trégourez, vous êtes responsable pédagogique à l'Institut des hautes études en défense nationale et auteur du très bon Le football et le chaos yougoslave aux éditions Non-Lieu. Loïc, bienvenue parmi nous. Merci, c'est le football dans le cas yougoslave et je sais que quand on le tape effectivement dans une barre de recherche d'un moteur de recherche quelconque, ça revient, le titre est mal répertorié et ça revient en effet à le football et le cas yougoslave qui sonne moins bien que le titre. Je Tout le à dis fait. d'autant plus que je n'ai aucune responsabilité dans le titre, c'est mon éditeur qui l'a trouvé et je l'en remercie car je l'aime beaucoup. Et on n'a aucune excuse puisqu'on a même le livre en format physique. Donc voilà. Exactement. Val, je te laisse la parole. Ouais, bah, petite contextualisation historique de tout ce qui se raconte dans votre livre, Loïc. Puisque pendant plus de 40 ans, la Yougoslavie vivait sous l'égide de son président communiste Tito. Le pays était divisé alors en 6 républiques distinctes qui comprenaient la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine, ainsi que 2 provinces autonomes, le Kosovo et Voïvodine. Dans les années 70, la Yougoslavie se porte bien, le pays est au mieux économiquement, les niveaux de vie et d'éducation sont très bons, le tourisme de masse me permet au pays de s'enrichir et le passeport yougoslave faisant la jonction entre l'Est et l'Ouest en pleine guerre froide est l'un des plus recherchés au monde. Tito incarne alors le mythe du régulateur suprême de la nation yougoslave, canalisant à lui tout seul les disparités ethniques, religieuses et économiques. Mais sa mort en 1980, ainsi que diverses crises économiques et politiques de la fin des années 70 et du début des années 80, vont faire basculer le pays dans l'instabilité. Les républiques vont reprendre individuellement le contrôle de leur territoire et les premières tensions politiques vont apparaître. La Serbie, notamment, va militer pour un recentrage du pouvoir vers Belgrade. Les mouvements nationalistes jusqu'ici endormis vont se réveiller dans chacune de ces républiques, accentués en plus par les différences religieuses entre catholiques, orthodoxes et musulmans. Et les mouvements croates et slovènes vont militer pour une indépendance de leur État, en réponse notamment à l'intransigeance serbe de Milosevic de déplacer le pouvoir vers Belgrade. Les stades de football vont subir les conséquences directes de cette montée des nationalismes. Après plusieurs années de montée de tension, la situation va finir par dégénérer. Les supporters de football croates et serbes, symboles et instigateurs de ce nationalisme exacerbé, vont finir par s'affronter dans le stade Maximir de Zagreb le 13 mai 90, à l'occasion d'un match entre le Dynamo et l'Étoile Rouge. Un événement caractérisé encore aujourd'hui comme l'un des points de départ de la guerre yougoslave. Un match qui n'aura finalement pas lieu et qui découlera un an plus tard à l'indépendance des États croates et slovènes. 2 décisions que n'accepteront pas la Serbie, soucieuse de conserver ce territoire tel qu'il est, afin que les multiples communautés serbes qui vivent à travers l'ensemble du territoire yougoslave puissent continuer à vivre en paix. Quelques semaines après seulement, la Serbie déclare alors la guerre à la Slovénie et à la Croatie afin de reconquérir les territoires où se situent ces communautés. Et quelques mois plus tard, en avril 92, c'est au tour de la Bosnie-Herzégovine de s'émanciper du pouvoir yougoslave. Des conflits qui s'exporteront à travers l'ensemble des 6 ex-républiques jusqu'en 2001, conflits pendant lesquels les alliances et ruptures varieront en fonction des décisions de la communauté internationale et des intérêts politiques de chacun, bien qu'une majeure partie d'entre elles opposeront les Serbes aux autres ethnies. Les guerres de Yougoslavie prendront finalement fin grâce à l'intervention des instances politiques comme l'OTAN et l'ONU, pardon,
Et au milieu des années 90 et au début des années 2000, chacun des ex-pays de Yougoslavie se lance alors dans la construction d'une identité nationale commune dans laquelle le sport et les instances supranationales sportives joueront un rôle déterminant. Aujourd'hui, on va justement essayer de comprendre comment, dans ces contextes de montée des tensions puis de guerre, les supporters extrêmes, comme vous les appelez Loïc, ont joué un rôle dans la vie politique de chacun de leurs pays. Et pour ça, je propose qu'on revienne pour commencer au milieu des années 80, au moment justement de la montée des nationalismes que j'évoquais. Comment est-ce que les groupes de supporters se sont formés à l'époque et pourquoi ils se sont d'emblée appropriés les enjeux nationalistes dans les différentes républiques de l'ex-Yougoslavie? Alors d'abord, l'expression supporters extrêmes, c'est une appellation d'origine contrôlée qu'on doit à Nicolas Wourcade, Ouais, que vous avez reçu, tout à fait. et auquel les gens comme moi doivent beaucoup sur le plan théorique et épistémologique. Euh, les années 80 sont des années au cours desquelles on voit émerger, sur la base du modèle italien, sur la base du modèle anglais, on voit émerger des scènes de nouvelles générations de supporters qui vont s'approprier les pratiques qu'ils voient en Italie. Et donc la Yougoslavie ne fait pas exception à ça, à la faveur des matchs de Coupe d'Europe, à la faveur de ce qu'on voit à la télévision. À quelques détails près. Le premier, c'est que la Torcida de Split se fait fort de dire qu'elle a été fondée en 1950, ce qui est vrai. Enfin, voilà. Mais la vraie génération, telle qu'on l'entend, serait plutôt dans les années 70. C'est pareil pour l'Étoile Rouge. Donc, on est un petit peu avant les années 80. Si bien que il pouvait exister dans les années 70 des frictions de supporters, disons, entre le Hajduk et le Partizan, qui n'étaient pas liées à des questions nationalistes. Ça, c'est les conversations que j'ai pu avoir avec Dražen Lalić. Dražen Lalić, c'était le sociologue du sport qui a par ailleurs lui-même, dans sa jeunesse, été hooligan, comme il dit, du Hajduk Split. Donc, c'est quelqu'un qui était là dans cette période-là, des années 70-80. Donc ça, c'est un premier mouvement. Et ce mouvement-là, il est concomitant avec cette période de la Yougoslavie au cours de laquelle le régime est fragilisé par la mort de Tito. Il est fragilisé parce que il y avait toujours un équilibre à trouver entre tout ce que vous avez dit, six républiques, cinq langues, quatre religions et compagnie, et le fait que ces années sont des années qui sont difficiles sur le plan économique parce qu'il y a un retournement international après le contre-choc pétrolier et après la politique du dollar fort de l'administration Reagan, qui fait que l'ensemble des pays qui étaient endettés en dollars voient leur dette exploser. C'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique qui en sont toujours pas sortis d'ailleurs. C'est le cas de la Yougoslavie. Mais la Constitution de 1974 avait tendu à fédéraliser le pays. Ça veut dire que de plus en plus, les choses se jouaient dans chacune des républiques. D'accord? Donc, on arrive dans ces années voilà, qui sont des années de crispation sur le plan économique. Et j'ajoute une chose très importante, c'est que le, la, la légitimité du régime, en tant que régime à parti unique de tendance communiste, cette légitimité-là, elle tend à s'effondrer dès lors que le communisme lui-même et sa légitimité s'effondrent partout en Europe. Donc, vous avez la concomitance de ces trucs-là sur le plan économique, le fait que l'arbitre suprême, Tito, n'est plus là, que le système communiste lui-même tend à s'effondrer, ou en tout cas être très fragilisé dans les années 80, en Hongrie, en Pologne et ailleurs. Et ça aussi, on le voit en Yougoslavie. Là-dessus, les discours qui tendent à dire si ça va pas, c'est de la faute de l'autre, vont progressivement se développer. Et c'est vrai que quand on raconte l'histoire moderne de la Yougoslavie, en général, on fait la mort de Tito et puis après, on saute 6-7 ans et on va à Milosevic directement. C'est pas tout à fait faux, effectivement, si on s'attache à à des points précis, voilà, à des marqueurs. Le premier marqueur qui me vient là comme ça, c'est le mémorandum de l'Académie des sciences et des arts serbes 1986 qui jette un pavé dans ce qui est la doctrine
habituel, qui est qu'en Yougoslavie, on ne fait pas de discours nationaliste. C'est puni, c'est interdit. Milosevic, il est sur cette ligne-là, hein. Il a compris ensuite comment il pouvait l'utiliser, mais concrètement, Milosevic, c'est jamais qu'un apparatchik communiste qui a toujours fait pipi. Là, on lui a dit de faire pipi. Et, jusqu'au jour où il a compris qu'il pouvait faire mieux que ça. Mais donc ce mémorandum, il dit la Yougoslavie euh, nous a, euh, nous empêche, nous les Serbes, de réaliser notre destin, et elle se fait contre nous. Et elle se fait contre nous, en particulier au Kosovo. Et c'est là qu'on commence à allumer toutes les questions, on commence à rallumer les questions nationales, parce que les uns et les autres s'inquiètent, parce que les uns et les autres disent mais c'est pareil pour nous. Quand vous êtes slovène ou croate, vous pouvez avoir un discours qui consiste à dire mais il y en a marre de payer pour des républiques très pauvres, alors que nous, finalement, ça va pas si mal. Quand vous êtes la Croatie, vous avez le tourisme, vous êtes la Slovénie, vous êtes connecté à toutes les PME, à tout le tissu de PME austro, allemand, enfin bref. Donc là, on est en quelle année exactement, à peu près? Là, on est à la fin des années 80. C'est-à-dire que le discours serbe est celui qui est le plus prégnant parce que Milosevic prend voilà, il y a toute l'affaire du Kosovo en 87, il prend le pouvoir et ça inquiète tous les autres. Ensuite, si on veut une autre date qui, à mon sens, signe la mort cérébrale de la Yougoslavie, c'est le 14e congrès de la Ligue communiste yougoslave qui a lieu en janvier 90. En janvier 90, ce qui se passe, c'est que les délégués slovènes se barrent parce qu'ils comprennent que on pourra rien faire avec Milosevic. Donc il y avait toutes des discussions sur est-ce qu'on peut faire une confédération un peu lâche, un truc un peu hybride. Parce qu'il faut se souvenir qu'à ce moment-là, l'URSS elle-même est dans un état de déliquescence et qu'il est hors de question pour qui que ce soit, et occidentaux compris, qu'on ait à gérer un autre pays qui se désagrégerait. Donc on a compris très tard, nous, enfin, il y a des gens qui, pendant très très longtemps, euh, étaient mordicus pour le maintien de la Yougoslavie, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'ils ont fait porter la responsabilité de sa disparition sur ce qu'ils considéraient être comme des séparatistes, c'est-à-dire les Slovènes et les Croates. Ce que tu une vision de voir les choses qui est éminemment contestable, mais c'était la mentalité à ce moment-là, parce qu'on avait à gérer l'URSS. Bon. Et, Oui, pardon. et Loïc, là, vous nous parlez de la fin de la Yougoslavie, mais ces enjeux nationalistes et ce positionnement-là, il est déjà très présent dans les stades, dans les différents territoires de la Yougoslavie, que ce soit en Croatie, en Serbie. Est-ce que c'est déjà une idée qui est incarnée aussi clairement que celle-ci? L'expression nationaliste n'a pas toujours été évidente dans les stades. Si je prends l'étoile rouge, l'étoile rouge n'a pas toujours été. On l'a reconstruit dans les années 80 comme étant le club de la Serbité en opposition aux partisans Belgrade, qui était le club de l'armée yougoslave et machin. Le club de la Serbité est le club de Belgrade en tant que tel. Mais en fait, c'est aussi un club qui a été créé par le régime, et c'est un club qui, disons, n'a été, enfin, est devenu perçu comme quelque chose qui était de l'ordre de l'opposition au régime, sans être forcément nationaliste, dans les années 70. Où au fond, être supporter de l'Étoile Rouge, c'était une forme de subversion. Et puis, la subversion est devenue quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez être subversif dans un régime communiste? C'est en allant sur des discours nationalistes. Mais je redis tout à l'heure ce que me disait Dražen Lalić, qui était lui au Hajduk à l'époque, dans la Torcida. C'est qu'il ne faut pas mélanger ce qui pouvait relever de la culture ultra naissante à ce moment-là, y compris l'utilisation de la violence, et ce qui pouvait relever des discours nationalistes qui, eux, sont apparus après, d'accord? Dans les années, voilà, petit à petit, dans les années 80, et qui ont accompagné la montée des tensions. Mais alors justement, comment est-ce que vous faites cette distinction? Est-ce que les mouvements ultras sont construits, comme c'est souvent le cas, en opposition au pouvoir en place? Ou justement, est-ce qu'ils ont été plutôt influencés par cette mouvance nationaliste? Hum. Euh, oui, l'œuf, la poule, bon. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez de façon intrinsèque dans la culture ultra cette idée que euh, on est
on est forcément en opposition et dans une forme de subversion vis-à-vis de l'autorité, de ce que vous percevez comme étant l'autorité. À l'évidence, si l'autorité est incarnée par un régime à parti unique qui va mal et dont la légitimité est en train de s'effondrer, assez naturellement, vous allez aussi être, et les stades vont être un endroit dans lequel on va pouvoir, peut-être avant la rue, avant les journaux, dire des choses qu'on ne va pas dire ailleurs. Concrètement, euh, voilà, vous avez dans les années 80 au Maracana, c'est les premiers endroits où on sort des icônes orthodoxes, où on commence à chanter des trucs. Ce qu'a très bien senti Milosevic d'ailleurs, quand il comprend ça, quand il comprend qu'il y a un potentiel de violence et qu'il y a un potentiel de gens qui éventuellement peuvent se mettre au service de son opposant de l'époque, qui s'appelle Vuk Drašković, qui lui est un vrai nationaliste, est un vrai leader du mouvement tchétnik. Que fait Milosevic? Il se démerde pour que Arkan prenne la tête de la tribune. Pourquoi? Arcane qui est, je vous laisse expliquer qui est Arcane Arkan, précisément. c'est quelqu'un qui c'était un délinquant qui, grâce aux relations de papa, est devenu quelqu'un mis au service des services secrets yougoslaves et donc qui allait rendre quelques services à l'étranger, qui était polyglotte. Et en échange de ces services-là, il était protégé par les services yougoslaves quand il se livrait à ses activités de bandit par ailleurs. Donc il a fait une flopée de gamins à droite et à gauche, il a braqué des banques, il s'est évadé de prison partout. Et dans les années 80, il est rentré à Belgrade, il a ouvert une grande pâtisserie en face du Maracana, il roulait en Cadillac rose. Et donc c'était le big boss, en quelque sorte. Et donc ce gars-là a été mis en 89 à la tête des supporters de l'Étoile Rouge, qu'il a à la fois unifié et, entre guillemets, dépolitisé au sens de ne plus être une source potentielle de nuisance pour Milosevic, mais pas dépolitisé au sens de on arrête les discours politiques. À ceci près que, et encore aujourd'hui c'est le cas, si vous allez dans la tribune dans n'importe laquelle, eux, ils ne considèrent pas que tenir des discours patriotiques, c'est faire de la politique. C'est normal. Je me souviens des discussions que j'avais avec des gens, avec des Bad Blue Boys. Et il se trouve qu'en Croatie, à l'époque où je faisais ces recherches-là, il y avait un autre club de Zagreb, le NK Zagreb, et qui avait voilà, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes quand ça marchait bien, qui se revendiquaient ultra antifa. Et alors ça, j'en ai pas vu beaucoup dans les Balkans. Et ils ont fini par monter leur propre club parce que ça n'allait pas avec ce club-là. Mais en fait, quand j'en parlais avec les Bad Blue Boys, d'abord, ils se disaient, bon, c'est des clowns, voilà. Et deuxièmement, ils disaient, mais eux, ils font de la politique. Nous, on fait pas de politique, on est juste patriotique. C'est pas faire de politique que de saluer nos soldats, que de saluer la mémoire, machin, que de commémorer l'opération Tempête ou je sais pas quoi. C'est pas ça de la politique. La politique, c'est eux, là, c'est les antifas. Donc, faut avoir ça à l'esprit. Euh, les discours qu'ils appellent patriotiques, pour eux, c'est pas de la politique. C'est normal. C'est quelque chose de naturel. Ouais, D'accord? on en discutait un peu parce qu'on a fait une émission, la dernière émission qu'on a fait justement, c'était avec Ogal Rougelny, qui est une chercheuse qui a fait des recherches un Ah, peu mais oui, bien sûr. voilà, sur l'Ukraine On a et qui parlé nous exactement de ça, ouais. ouais, et qui faisait la distinction en fait entre ce qu'on appelle le nationalisme dans les pays notamment d'Europe de l'Est et le nationalisme en France, qui sont des notions qui sont complètement différentes quand on Et qui sont des voilà, notions de défense d'une identité ouais. parce qu'elle vient de s'affirmer plus que chez nous, de revendication d'un passé glorieux, quoi. Remarquable, Olga. Oui, exactement. Moi, justement, sur ce sujet-là, sur la construction un petit peu de l'identité, enfin, sur la construction justement de la montée du nationalisme dans ces pays-là, à cette période-là, vous parlez d'une théorie dans votre livre qui est la comparaison entre la montée du nationalisme par le haut et la montée du nationalisme par le bas, qui est assez intéressante. Par le haut, donc au niveau des élites, et par le bas, plutôt au niveau du peuple dont fait partie notamment les groupes de supporters. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu, cette théorie-là? Concrètement, il ne faut pas oublier que dans la lecture qu'on peut avoir des conflits en Yougoslavie, il y a parfois l'idée, y compris en Yougoslavie d'ailleurs,
il y a parfois l'idée que on ne sait pas très bien, on s'est tous mis un peu sur la gueule, on a tous dégoupillé, tout ça est très triste et au fond, on en sort tous victimes, personne n'est gagnant, ce qui est vrai. Et deuxièmement, euh, on se dit, enfin, on achète volontiers l'idée que, bon, bah voilà, il y a pas de, il y a pas de coupable, et puis tout ça a été couru d'avance. En fait, on a plaqué, c'est tous les discours balkaniques qu'on a plaqué qu'on a replaqué sur la Yougoslavie, sur le fait que bon bah voilà, ça pouvait pas tenir, c'est des barbares. On est allé rechercher des textes des guerres balkaniques de 1912-13. Enfin, il y a eu tout ce discours-là. Tout ce discours-là, il mène à une conséquence qui est qu'on déresponsabilise les gens. On déresponsabilise l'ensemble des architectes du conflit, c'est-à-dire les gens qui ont pensé que c'est ce que Marina Glamočak appelle la transition guerrière yougoslave. Dans le reste de l'Europe de l'Est, il y a eu une transition démocratique qui s'est plus ou moins bien passée. Et les dirigeants politiques en Yougoslavie, en particulier Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman, ont considéré que, enfin, oui, ils ont considéré, et puis ils se sont mis d'accord pour ça, que la meilleure façon de conquérir et de conserver le pouvoir, c'était de passer par une forme de transition guerrière. Et donc, c'est une forme de transition de la fin du communisme à autre chose. Sauf que ce autre chose, c'est pas devenu la démocratie libérale comme dans le reste des pays d'Europe centrale et orientale, c'est devenu quelque chose d'autre. Voilà. Et C'est ce qui donc, différencie avec la République tchèque et la Slovaquie, par exemple, quand vous par en exemple, parlez, oui, qui, eux, avaient des stades à vision plus nationaliste, mais pas un pouvoir, du coup, qui a alimenté cette... oui, mais oui, et au fond, enfin, bien sûr, je connais moins le terrain soviétique, mais des histoires de tribunes avec des discours nationalistes en URSS, on en trouve aussi. C'est pas, bon, c'est pas suffisant en soi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est pas illogique, compte tenu de ce qu'est le mouvement ultra et compte tenu de ce que peut être un stade dans un régime autoritaire, c'est-à-dire un des rares endroits où on peut dire des trucs. Il n'est pas illogique d'y entendre des discours politiques et à minima des discours de contestation du régime. Euh, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble de l'architecture du conflit, si on peut le résumer comme ça, vient d'en haut, dans le sens d'une propagande massive et de la fermeture des autres alternatives politiques. C'est particulièrement vrai en Serbie, mais pas seulement. Et donc, ça ne peut marcher, ça ne peut marcher que s'il y a cette symbiose-là. Mm. Donc c'est les causes et les conséquences, quoi. Les causes du haut et les conséquences sont c'est le Oui, mais bas. en bas, on participe. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui se sont engagés sur le terrain, qui ont commis des crimes. Et voilà, tous les gens qui se sont engagés avec Arcane. Mais les architectes de tout ça, au regard de l'histoire, sont tout aussi responsables, en quelque sorte. Et je dis ça parce que souvent, on l'oublie et on se dit, parce qu'il y a eu des cas de guerre entre voisins, de villages, enfin, il y a des cas terribles de gens qui se retournent contre leurs voisins alors qu'ils ont bu le café pendant 40 ans, des choses comme ça, et on se dit, mais mince, ça veut dire que de façon en sous-bassement comme ça, il y avait des trucs mal digérés, on ressort les vieux dossiers de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, et donc on se dit, mais en fait, c'est des gens, voilà, c'est un pays qui pouvait pas tenir, c'est des gens qui pouvaient pas se blairer, c'est des histoires de religion, c'est des histoires de machin. Et quand on a cette analyse-là par le bas, en se disant les gens se sont fait des choses horribles entre eux, on tend à oublier, à déresponsabiliser l'ensemble de l'architecture intellectuelle et historique de ce conflit. D'ailleurs, il y a un épisode qui le montre bien, c'est le fameux mythe de Maximir, donc Hein. qui aurait été un des déclencheurs de la guerre, et que vous relativisez un petit peu Enfin, c'est-à-dire que vous accentuez et vous défendez sa valeur symbolique, mais que dans le fond, est-ce vraiment cet événement-là qui déclenche la guerre? On ne le sait pas trop. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cet événement dans le stade de Maximir?
Non, mais ce que je dis de Maximir, c'est que soit on fait du symbole, soit on essaie de faire de l'histoire sérieusement. C'est juste pour Et rappel un match entre le que Croatia Zagreb et le entre le Dynamo, Pardon, le Dynamo Zagreb dans le stade de Maximir, donc à Zagreb, voilà. et l'Étoile Rouge de Belgrade qui voit s'opposer les deux camps des supporters de manière très violente avec une intervention de la police très musclée, plutôt en faveur serbe parce que beaucoup de fonctionnaires croates étaient en fait d'ethnie serbe, si je ne Ouais, me trompe pas. alors c'est quelque chose sur lequel on insiste en Serbie pour dire que, vous voyez, c'était un coup monté des Croates pour pouvoir virer les Serbes de la police croate. En fait, ce qui est intéressant, c'est, bon, ok, il y a cet événement-là, mais c'est surtout la façon dont il s'intègre ou pas dans un récit après. Parce que des événements, comme je le raconte, hein, si vous prenez juste l'année 1990, des événements politiques et sportifs dont vous pouvez dire, alors là, c'est la fin, il y en a plusieurs. Je vous ai parlé tout à l'heure du congrès de la Ligue communiste. J'ai fait un long développement sur le match Yougoslavie-Pays-Bas qui a lieu 3 semaines après Maximir. J'ai fait un long développement sur le pseudo-match Croatie-États-Unis d'octobre 90 aussi à Maximir. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel de ces événements et dire c'est bon, là c'est la fin. D'accord. Euh, Ce qui est intéressant, c'est comment on reconstruit les choses. Si vous êtes Arcane, Arcane dit ouais, moi après ce match j'ai compris qu'il y aurait la guerre. C'est des conneries ça. Il s'est fait arrêter. Enfin, il y a toute une histoire rocambolesque où Arcane se fait arrêter en Croatie. Il y a des armes qui circulent et puis il est libéré. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, bref. Euh, Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on reconstruit cet événement euh, ensuite. Et ça, c'est un travail qui a été fait par mon camarade Ivan Djordjevic, qui est un anthropologue serbe. Et en lui, il a fait un exercice très simple. Il a pris en 2010, donc 20 ans après Maximir, il a pris la presse serbe et la presse croate et il a comparé. Et le résultat, c'est que en Croatie, ce match-là, il fait partie de la grande histoire et pas seulement pour les supporters du Dynamo, qui, à bon droit, s'emparent de cet événement parce que ça les glorifie. Et il y a la stèle et machin. Et moi, j'ai assisté à ça, hein. Et on met des bougies, on met des fleurs tous les 13 mai et tout. Mais c'est pas seulement ça. C'est au-delà de ça, dans le récit croate de la Domovinskog rata, c'est-à-dire de la guerre pour l'indépendance, la guerre pour la patrie, qui est une guerre qui s'entend comme étant une guerre défensive contre une agression, qui est l'agression serbe. Euh, Ça fait partie intégrante de ça. Donc la petite histoire est rentrée dans la grande. Et disait-il, en Serbie, c'est complètement négligé. Et au mieux, on dit juste, c'est un coup monté des Croates pour pouvoir virer les policiers serbes qui faisaient partie de la police croate. Donc c'est quelque chose qui a été complètement mis de côté, mais comme Arcane d'ailleurs. Arcane, toute cette période-là a été largement mise de côté. Donc ce qui est intéressant avec Maximir, c'est le décalage qui existe dans la façon dont on l'a intégré ou pas du tout dans le récit qu'on en fait après. Et il est logique que côté serbe, on ne l'ait pas intégré. Après tout, oui, oui, c'est évident, il n'y a rien de glorieux là-dedans. Si on continue un petit peu chronologiquement par rapport au début de notre émission, on a parlé justement de la montée des nationalismes, on a parlé peut-être des événements dits déclencheurs de la guerre. Si on s'intéresse à la guerre plus précisément, donc qui débute à l'été 91, hein, si je ne dis pas de bêtises, peu de temps après l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Est-ce qu'on peut s'intéresser peut-être de manière plus directe au rôle des supporters dans ce conflit-là? Comment est-ce qu'ils se sont engagés? Sous quelle forme? Et pourquoi aussi? Alors, je me suis appuyé pour cette partie-là, je me suis appuyé, j'aime bien citer les gens, Oui, hein. vous faites bien, c'est très important. Je me suis appuyé en premier lieu sur les travaux d'un anthropologue serbe qui s'appelle Ivan Čolović. Que vous citez Et beaucoup dans le bouquin d'ailleurs. oui, je lui dois beaucoup, intellectuellement. Comme Lalić et comme Urkad, hein. Oui, bien sûr. Je remets une pièce pour eux. Donc, c'est un anthropologue qui s'était beaucoup intéressé au récit et au mythe autour du Kosovo et qui s'était aussi intéressé à l'étoile rouge comme objet de la serbité.
Il y avait, voilà, il y avait l'église. Qu'est-ce qui définissait la serbité? Il y avait l'église, l'étoile rouge, et puis je sais plus quoi. Euh, et après, il s'est posé la question de comment se fait-il, ce qui est en fait la question centrale, comment se fait-il que les supporters de foot se retrouvent sur un champ de bataille? Comment on passe de l'un à l'autre? Et sa théorie, avec laquelle je ne suis pas en désaccord, mais que j'ai en toute humilité la modeste ambition d'avoir complété, y compris avec Olga d'ailleurs, par la suite, lui dit, ces mouvements de supporters extrêmes, c'est comme une forme d'entraînement pré-militaire. Vous êtes, euh, non pas embrigadé, mais pas loin, dans un espèce de groupe où il y a un esprit de corps, un chef, un uniforme, des troubadours, voilà, des chants, des machins, de la masculinité, l'utilisation de la violence, la subversion vis-à-vis de l'autorité extérieure, pas celle du groupe, la loyauté à l'intérieur du groupe, enfin tout ce qui fait que euh, tous ces éléments-là sont des éléments euh, qui sont de nature à faciliter le passage à l'utilisation de la violence si la configuration s'y prête. Et donc, dans la configuration yougoslave, ça s'y prête. Et lui pensait que ces pratiques-là étaient d'essence fasciste, en quelque sorte. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que il fallait observer la cause pour laquelle on s'engageait. La première partie du raisonnement de Tchurlovitch me paraissait toujours correcte, c'est-à-dire que les supporters extrêmes, par leur socialisation, étaient plus volontiers exposés ensuite à l'utilisation de la violence. Ça n'en faisait pas intrinsèquement et uniquement des individus d'extrême droite fascisants. Et qu'est-ce qui m'a permis de le dire? Ben, premièrement, à Sarajevo, il y a aussi des supporters qui ont défendu la ville. Alors, certains d'entre eux étaient peut-être des criminels de droit commun, hein. Il y en a eu. Euh, il faut faire la différence entre les déliés, donc les supporters d'Étoile Rouge qui ont suivi Arcane et dont le principal fait d'armes, si j'ose dire, militaire, a été de nettoyer la Bosnie de l'Est, donc littéralement de tuer des gens, de piller et de faire du marché noir à la frontière serbo-croate. Donc ça, c'est une chose. Il n'y a pas de gloire militaire à faire ça. Il n'y a pas de cause juste à faire ça. Et c'est pas pareil que de défendre Sarajevo ou d'essayer d'aller défendre Vukovar quand vous êtes supporter de Osijek, Split ou Zagreb. Et donc, certes, le fait d'être socialisé à la tribune peut vous conduire de façon plus évidente à l'obéissance, à un habitus pré-militaire et au fait que vous allez aller sur le front. Et donc ensuite, ce morceau de théorie-là, à mon sens, a été confirmé par les cas qu'on a vus après 2010, au printemps arabe, en Ukraine, en Turquie d'une certaine façon. On a vu ça. Et donc, le complément que j'ajoutais a aussi été, à mon sens, validé aussi, parce que vous ne pouvez pas dire que dans l'ensemble de ces cas-là, la cause soit particulièrement injuste et que l'identité politique de l'ensemble des groupes qui sont allés, qui ont à un moment donné, qui se sont opposés au régime ou qui sont allés sur le champ de bataille quand il y avait besoin, que leur identité politique était nécessairement et absolument marquée. Donc c'était ça voilà, c'est cette idée-là que j'ai essayé de développer. Et si on prend à la fin de la guerre, vous opposez deux modèles et qui est assez intéressant à comparer le modèle serbe pardon, et le modèle croate avec la construction de l'identité croate par le sport, alors qu'à l'inverse, la société serbe, elle, se footballise entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette comparaison et sur les éléments de chaque modèle? Alors, ça voulait dire que euh, en Croatie, le politique a utilisé le football dans ce sens-là. D'accord? Tudjman était lui-même fan de foot. Il y avait toute une utilisation symbolique.
y compris du club de Zagreb, qui a été renommé à un moment donné Croatia Zagreb, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il est resté un dominant et un dominé, avec un régime, allez, semi-autoritaire, on va dire ça comme ça. Disons que Tudjman n'acceptait pas beaucoup la défaite, quoi. C'était le président croate, hein, je précise pour ceux Oui, qui. oui, oui. Et pour les gens qui se souviennent de la Coupe du Monde 98, c'était le monsieur avec des cheveux blancs qui avait déjà plus beaucoup de moments de lucidité parce qu'il était malade. Mais en matière de football, il était toujours au point. Euh, il restait un dominant et un dominé. Et les acteurs du foot, en tout cas les tribunes, avaient rompu avec disons, le politique et les services les paramilitaires, tous ces trucs-là. Quand vous dites un dominant et un dominé, le dominant étant la Le dominant, politique c'est le politique. et le dominé le football, hein, c'est bien Voilà, ça. oui. C'est pas que c'est l'inverse en Serbie, c'est que la Serbie a vécu donc les années 90 comme un État paria dans lequel l'État, c'est la mafia, puisque les sanctions ont transformé la Serbie en État qui s'est appauvri dans des conditions qu'on n'imagine pas, euh, et dans lequel, au fond, c'est un marché noir géant. Donc le marché noir géant, qui en profite? Les criminels et l'État. Et les criminels et l'État, ça devient les mêmes, tout simplement. Euh, donc, dans ce contexte-là, quand je parle de footballisation, ça veut dire que toutes les tares que vous pouvez éventuellement trouver dans une tribune de supporters extrêmes sur la valorisation de la violence, de l'alcool, ce genre de trucs, de la facilité, tout ça, euh, ben c'est une forme de parabole de la Serbie des années 90, dans lequel il y a une forme, non pas d'anarchie, parce qu'il existe un pouvoir, mais de mafiocratie, en quelque sorte. Et donc, ces trajectoires viennent du fait, bien entendu, que on vit pas la guerre de la même façon en Croatie et en Serbie, et on vit pas l'après-guerre de la même façon non plus. La Croatie est un pays qui a gagné. C'est un pays qui s'est normalisé au sens de, quand vous parlez aux gens pourquoi ils émigrent, parce qu'ils veulent vivre dans un pays normal. Ils veulent vivre dans un pays où il n'y a euh, pas d'histoire de guerre, il n'y a pas d'histoire de machin. Bon, la Croatie s'est normalisée au fil du temps. Après sa transition démocratique en 2000, et il y avait même un consensus pour ça. Je veux dire, à partir du moment où Tudjman est mort, euh, ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et donc, évidemment, c'est pas la même chose quand vous êtes un pays qui pense avoir gagné, qui se normalise, qui réintègre voilà, le camp des nations. Et puis, quand vous êtes à côté de ça, un pays qui a vécu 10 ans dans l'isolement, dans les sanctions, qui a perdu, qui vient de se faire bombarder, parce que le bombardement de Belgrade, sur la Serbie, c'est en 1999, euh, et où, au fond, la transition, c'est-à-dire la fin de Milosevic, en octobre 2000, c'est pas traduite par une purge dans les services de Rance, parce que c'était le consensus, et chez les paramilitaires, parce que c'était la solution trouvée chez ceux qui ont mené la révolution du 5 octobre pour renverser Milosevic, et l'appareil de sécurité et les paramilitaires. C'est parce que eux n'ont pas bougé que Milosevic a compris qu'il fallait partir. Mais ils n'ont pas bougé. Et donc, on a vu, alors je fais un saut dans le temps, mais il y a eu des enquêtes très récentes sur le président Vučić actuel et sur l'ensemble de ses réseaux qui sont toujours liés aux supporters de foot, du partisan en particulier, qui sont des courroies du trafic de drogue. Il y a, son fils est très copain, son frère fait des affaires. Donc, il y a Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas évolué depuis le départ de Milosevic? ça, à certains égards, non, parce que vous n'avez pas purgé l'appareil de sécurité. Et que l'appareil de sécurité est toujours. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que l'État mafia fait que les membres de la mafia ont ensuite intégré aussi des appareils Ouais. de sécurité, d'où cette porosité entre les deux mondes. Et c'est aussi pour ça que le pays était en état de, je sais pas comment dire, de,
de perte, je sais pas, collective complète à ce moment-là. Et moi, justement, je voulais savoir aussi s'il y avait, parce que comme vous parlez de footballisation du football, parce que ces gens-là reprennent aussi une partie des codes des tribunes avec de la haine, de la violence, etc. Est-ce qu'il y a une proximité justement entre ces supporters et cette mafia et donc ces membres politiques, puisqu'ils sont tous devenus politiques à terme? Vous citez souvent Arcane, mais est-ce que Arcane est un exemple à part ou est-ce que c'est une tendance qui se généralise dans toute la société serbe à ce moment-là? Est-ce que les groupes de supporters prennent de l'importance dans les réseaux mafieux et dans les réseaux politiques? Bah, ça, c'est. Alors, bon, c'est difficile à dire, hein. Je sais pas si, Oui, je sais oui, pas bah si je forcément. peux me prononcer là-dessus, hein. Non, mais ce qu'on observe, alors c'est pas propre à la Serbie, mais ce qu'on observe de nos jours, et c'est aussi pour ça que c'est pas propre à une configuration guerrière. C'est propre à des pays dans lesquels il y a un triangle entre des supporters de foot qui peuvent être une main-d'œuvre, un potentiel de violence et un potentiel de travail, le crime organisé et la puissance publique. Et c'est pour ça que vous retrouvez ce genre de truc en Russie. C'est pour ça que, à certains égards, vous le retrouvez dans un pays aussi différent et lointain comme l'Argentine. Vous avez ces connexions-là qui existent. Et c'est pas juste, c'est pour ça que c'est pas juste une configuration guerrière qui fait ça. C'est vraiment ces connexions-là qui existent dans lesquelles les groupes de supporters revêtent Hmm. et jouent un rôle politique, soit de potentiel de violence pour le pouvoir, soit d'opposition, soit et à minima de mise à disposition d'une main-d'œuvre pour les trafics divers et variés. Trafics dans lesquels sont concernés un certain nombre de responsables politiques. Parce que, faut-il le rappeler, les clubs de football en Serbie sont publics. Ce qui signifie que dans les boards, dans les conseils d'administration, vous avez les représentants des groupes et des représentants des principaux partis politiques. Hmm. Donc ces gens-là se connaissent. Et le fils de Vucic est allé à la Coupe du Monde 2018 avec les supporters du Partizan qui ont X et Y inculpations, mais bon, disons que la justice serbe est peut-être un petit peu lente. Il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai un petit peu travaillé là-dessus, et à l'époque où je l'ai fait, il y avait moins de preuves que maintenant. Enfin, maintenant, ce serait du velours. Si je devais écrire ce que j'ai écrit en 2015 avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui, ce serait très facile. Mais bon, je les avais pas. Tout ce que j'avais, c'était des contacts dans la police. Les gens me disaient déjà, en fait, ce qui fait la force de ces groupes, c'est qu'ils font du trafic de drogue. Est-ce que c'est normal? Non. Et c'est une différence fondamentale avec les Croates et tous les autres qui, structurellement, n'ont pas tous ces liens-là. Le triangle dont j'ai parlé, ça n'existe pas de façon structurelle en Croatie. Ils ont rompu avec le politique et bien entendu, ils n'ont pas de filière de crimes organisés telles qu'elles sont organisées en Serbie. Mais c'est des choses qu'on observe. Quand il y a eu l'élection présidentielle en 2017, où Aleksandar Vučić a été élu président pour la première fois, il a été mal élu. Pardon, je ne reviens pas sur les processus électoraux remplis de fraude en Serbie, hein, on a encore vu le mois dernier. Euh, qui venait faire le coup de poing contre les opposants qui protestaient contre cette élection frauduleuse? Qui? Des mecs du partisan, Hmm. identifiés. Ok. Bon, donc voilà, tout ça aujourd'hui est documenté et ça veut juste dire que c'est pas le résultat d'une configuration guerrière. Parce que on retrouve des choses similaires en Russie, en Argentine, et donc c'est le résultat de tout un processus qui a mis ensemble le crime organisé, les tribunes qui jouent le rôle que j'ai dit, et le pouvoir. En effet, ouais, c'est super intéressant. Moi, j'avais une question. Je voulais revenir un petit peu plus tôt avant la période post-guerre, justement, au moment des processus de paix. Vous expliquez dans votre livre, et c'est ce que je disais un petit peu dans mon introduction aussi, que les instances supranationales ont joué un rôle assez important, alors notamment l'OTAN, l'ONU, etc., dans les processus de paix et dans les accords de paix. Mais la FIFA a joué un rôle aussi assez déterminant ensuite, une fois les processus de paix installés, notamment au niveau des institutions dans ces pays-là. Vous donnez les exemples, notamment beaucoup en Bosnie, Oui. qu'ils ont été assez
laxiste, entre guillemets, sur les conditions juridiques de création d'institutions, notamment la fédération pas française du tout, pardon, la fédération de football bosnienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous le ferez mieux que moi que d'expliquer cette situation-là? Alors, laxiste, c'est pas le mot que j'emploierais parce que, au fond, d'une certaine façon, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Euh, Si vous vous en tenez au texte stricto sensu, en Bosnie, vous faites rien. C'est ça. Mais à un moment donné, dans les archives de la FIFA, donc ce morceau-là du livre est fondé sur une recherche que j'ai faite aux archives de la FIFA, où à l'époque c'était libre pour les chercheurs, c'est peut-être toujours le cas, je ne sais pas. Il y avait tout. Et notamment, il y avait le dossier de candidature de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, avec un mot de la main de Blatter, qui était secrétaire général à l'époque, qui disait bon, bah, si le dossier est complet, on y va, sinon on solutionnera jamais le problème. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Si vous prenez les statuts stricto sensu de la FIFA, qui dit, entre autres choses, il faut que la fédération ait le contrôle total du football dans son pays, euh, littéralement, en 95-16, c'est pas le cas. Hmm. Bon, Oui, il y a une partie de je veux dire, la. formellement, c'est pas le cas. Maintenant, il y a tout un, ouais, il y a toute une correspondance entre membres de la FIFA et de l'UEFA pour bien se dire, attention, faites très très attention, quand les Croates de Bosnie nous écrivent, faut surtout pas leur répondre. Nous, on n'a qu'un seul interlocuteur, c'est la Fédération de Sarajevo. Et ils expliquent aussi que ils ont beaucoup discuté, ça c'est un entretien que j'avais fait, ils ont beaucoup discuté précisément avec la mission de l'ONU pour bien se faire expliquer les accords de Dayton et pour bien se faire expliquer l'architecture institutionnelle de ce pays. Et pour aboutir à quelque chose qui était, bon, bah, on va calquer en fait. On va calquer. Calquée Euh, sur les accords de Dayton. on va calquer les institutions de la fédération sur ceux de Dayton. Ce qui n'était pas du tout ce que les Croates souhaitaient et ce que les Serbes souhaitaient. Donc, l'intégration de la Fédé, elle s'est jouée en plusieurs temps. Elle s'est jouée dans un premier temps en disant aux Croates non, non, mais on va pas vous reconnaître, et aux Serbes qu'on n'allait pas les reconnaître non plus. Au fond, il a fallu attendre que les esprits soient prêts. Donc là, on est à la fin des années 90 et au tournant 2000, encore une fois, le tournant 2000, c'est le tournant où la Croatie et la Serbie, en quelque sorte, tournent le dos à leur régime semi-autoritaire ou carrément autoritaire, ça dépend de quel point de vue on se place. Et donc là, il y a un moment où, même en Bosnie, il y a un moment où il y a des choses qui tournent dans le bon sens. Il faut se souvenir d'un truc qui était que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait donc un championnat croate sur le territoire peuplé par les Croates, enfin, tenu par les Croates, Hmm. et pareil chez les Serbes. C'est une façon de marquer le territoire. Chez les Bosniaques, vaille que vaille, on faisait des trucs. Et donc, devant l'impossibilité de réunifier, parce que les uns et les autres ne le souhaitaient pas, dans un premier temps, les Croates ont accepté de faire un système de play-off en fin de championnat pour la coupe et tout. Et c'est seulement après 2000, quand les Serbes ont compris que bon, bah, la Bosnie était là pour rester et qu'il ferait mieux de s'intégrer dans ces institutions-là, que petit à petit, au niveau du football, il s'est passé la même chose. Ce qui me permet d'introduire une autre idée qui est que il ne faut pas demander au sport ou au foot en particulier plus que ce qu'il peut offrir. La politique du symbole, ça va bien 2 minutes, et ça me ramène à Maximir. Euh, c'est le politique qui imprime le tempo. Et le sport, bon, ok, C'est un outil. ça crée des émotions. Non, mais ça fabrique aussi. Ok, ça fabrique aussi. Tout mon livre a pour objet de dire le football n'est pas un reflet, machin. Non. Ça fabrique. Les acteurs du football fabriquent de la réalité politique. Euh, mais il faut ramener ce qu'ils fabriquent à leur juste proportion, au regard de la configuration politique, d'accord? Et de ce que les acteurs politiques euh, impriment
comme réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, l'équipe de Yougoslavie de basketball, elle est championne du monde en 90. Est-ce que ça empêche quoi que ce soit? L'équipe de foot, elle est quart de finaliste. Et quand bien même, il y a ce fameux livre de Gigi Riva, Le dernier penalty, où il s'interroge, alors c'est romantique, hein, il s'interroge, ah là là, si la Yougoslavie avait gagné la Coupe du Monde. Ok, c'est de la spéculation, mais je prends le pari que ça n'aurait rien changé. Il faut se souvenir que, assez tragiquement, l'équipe de basket yougoslave, elle est championne d'Europe, la En finale 95, ouais. à Rome en 91, la dernière Yougoslavie, 91, la finale qui se joue à Rome, elle se joue 2 jours après le début des combats en Slovénie. Ce qui fait que le seul joueur slovène de l'équipe, dont le nom m'échappe, mais qui a joué à Limoges après, la Slovénie lui dit soit tu rentres plus jamais. Donc lui, il se barre entre la demi-finale et la finale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme un nageur pris à contre-courant, vous ne pouvez plus rien faire. Le sport peut créer, peut forger, renforcer un sentiment identitaire, mais si ce sentiment-là n'existe plus, ou si la configuration fait que ça devient totalement inopérant, alors vous pouvez gagner toutes les médailles du monde, ça ne change plus rien. Et ça permet de ramener à sa juste place ce qu'on peut demander au sport en général et aux plus populaires d'entre eux. Et je pense que c'est important comme idée. Et Loïc, ça va à rebours, pardon, juste un point, et ça bien va à sûr, bien sûr. rebours par rapport à tout le discours ambiant qu'on peut entendre chez les gens qui travaillent un peu sur la géopolitique du sport, machin, où on a l'impression que c'est le nec plus ultra du soft power et tous ces trucs-là. Là. Euh, L'expérience yougoslave tend à montrer, paradoxalement, mais tend à montrer l'inverse. Hmm. Oui, j'allais vous dire qu'on approche de la fin de l'émission. Est-ce que Et peut-être oui. avant de se séparer, vous pouvez nous faire un rapide constat de ce que sont les relations aujourd'hui entre groupes de supporters inter-États dans les Balkans? On a compris que du coup le modèle serbe n'était pas le même que le modèle croate, etc., que chacun avait bifurqué dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui les tensions sont toujours aussi vives sur fond de guerre intranationaliste? Alors, d'abord, il n'y a pas beaucoup de rencontres intra-yougoslaves. Donc, on n'a pas beaucoup d'événements spécifiques sur lesquels regarder, même s'il y a il y a eu des matchs célèbres hein, entre le Partizan et le Zrinjski Mostar, entre le Partizan et mince champion de Macédoine qui était albanais, Balistet. Enfin bref, je sais plus. Ce qui est frappant, et c'est un concept que je développe aussi, ce qui est frappant, c'est ce que j'appelle la grammaire des tribunes. C'est-à-dire que même s'ils se rencontrent pas beaucoup, et parfois ils peuvent se rencontrer par proxy. Par exemple, si vous avez un club grec qui joue contre des Croates, si vous avez éventuellement le Benfica, parce que les Hmm. Des Benfica jumelages. et la Torcida de Split sont jumelés. Mais ce que j'appelle la grammaire des tribunes, c'est le fait que eux tous, là, dans l'ensemble de leurs provocations, qui sont fondées sur la guerre et sur l'apologie de crimes de guerre et tout ce qu'on veut, ils se comprennent entre eux. Donc concrètement, vous êtes dans le stade, si vous entendez crier Ratko Mladic, vous savez ce que ça veut dire. Enfin, c'est des trucs. Il y a quelques années, il y avait ça, il y avait un match comme ça, FK Rad. Donc Rad, c'est un club de Belgrade dont les supporters se revendiquent néo-nazis sans problème. Et contre Novi Pazar. Novi Pazar, c'est des Bosniaques de Serbie. Et donc il y avait tout un truc comme ça sur Ratko Mladic, sur Srebrenica. Enfin, c'est des choses que eux comprennent. Peut-être qu'à l'extérieur, on ne le comprend pas, mais eux, ils s'en comprennent parfaitement quand ils font ces provocations-là, et elles sont toujours tournées autour de la guerre et autour des crimes qui ont été commis contre les uns et les autres. Maintenant, euh, ceci n'est pas décorrélé des discours publics qui existent toujours dans ces pays-là, où le révisionnisme et l'apologie de crimes de guerre sont, euh, sont des politiques publiques, en quelque sorte. Je fais un exemple, et je termine par là. Vous vous souvenez peut-être
que d'avoir vu cette image d'un monsieur barbu qui, à l'écoute du verdict contre lui au TPI, donc à La Haye, se suicide en direct. Il boit, je ne sais pas si c'est du cyanure ou autre chose, mais il boit un truc, il crie je suis innocent, c'est un scandale, je ne sais pas quoi. Et le soir même, on apprend qu'il est mort. Ce monsieur, c'était Slobodan Praljak. Il a été accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, commis par l'entité croate de Bosnie qui existait pendant la guerre, qu'on appelle Herceg Bosna. Et quand vous allez à Mostar et autour du stade de Mostar, vous voyez des HB partout tagués. Ça veut dire ça, Herceg Bosna. Donc le TPI a dit cette entité est intrinsèquement une entité criminelle. Et elle n'a pu vivre pendant la guerre que parce qu'elle était soutenue par Zagreb. Et donc, évidemment, Zagreb a fait partie de cette entreprise criminelle. Le soir même de la mort de Praljak, les plus hautes autorités de Croatie ont dénoncé le verdict et rendu un hommage national à Praljak. La présidente en tête, vous vous souvenez de la présidente croate, hein, Celle Kolinda avec qui les joueurs Grabar-Kitarović. de France C'est ça. célébraient. Sur Instagram, le soir même, écran noir, bougie, Slobodan Praljak, héros de la Croatie, machin. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une politique publique de révisionnisme. Et donc ce que vous entendez dans les stades tous les ans, aux mêmes époques, hein, il y aura Vukovar en novembre, il y aura l'opération Tempête en août, il y a des moments comme ça, il y a des marqueurs. Tous les étés, dans les premiers tours de Coupe d'Europe, les clubs de Bosnie, vous allez avoir, parce qu'après ils sont éliminés, il y a les trucs sur Srebrenica, le 11 juillet. Bon. Donc ça revient tous les ans comme ça. Mais ça, c'est pas décorrélé des discours publics sur lesquels on ressasse sans arrêt. Pour une raison évidente, c'est que les versions, on est incapable de se mettre d'accord sur les versions. Et donc, en Bosnie, aujourd'hui, selon que vous êtes l'un, l'autre ou le troisième, vous avez 3 livres d'histoire différents. D'où la grammaire commune dont vous parliez. Oui, parce que pour le coup, dans les tribunes, on se comprend très bien et on sait très bien ce qu'on a fait. Et on arrive à l'aboutissement que on fait de la. C'est même plus qu'on nie les crimes, c'est qu'on en fait l'apologie. On dit c'est le stade ultime du génocide, ce qui concerne Srebrenica. C'est de dire, non seulement on nie, etc., mais à la fin, on s'en vante. Et on dit ouvertement, si c'était à refaire, on le referait. Et très récemment, il y a un Croate comme ça, un ancien responsable de cette Herceg Bosna, qui est sorti de prison, Dario Kordic. Et il a été reçu par les hautes autorités croates de Bosnie. Et il a dit très ouvertement, ça vaut tous les jours de prison que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Pareil. Et ce monsieur, il est reçu à Zagreb, il est reçu par. Enfin bref, voilà. Donc, encore une fois, les tribunes ne sont pas décorrélées des discours publics. Et c'est aussi important à garder à l'esprit. Très bien. Et ben Loïc, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission avec nous, de rappeler du coup votre livre qui est bien le football dans le chaos yougoslave et non pas le chaos pardon, yougoslave. On espère vous recroiser bientôt. Val, nous, on se dit à dimanche pour de nouvelles surprises et de nouvelles aventures. Et merci beaucoup à Loïc pour son intervention. Avec plaisir. Et on revient très vite dans 11e art de manière générale et dans Sous le capot de manière plus ciblée. À bientôt.